Ah ben, on est live. Hey, merci d'être là. Salut, c'est François. Bienvenue à notre séance hebdomadaire de mentorat en physio. Je suis avec ma collègue Magel. Magel, je te laisse te présenter. Puis en attendant, peut-être nous écrire, parce qu'on utilise un seul micro pour nous deux, peut-être nous écrire dans le chat à savoir si le son est bon. Puis si tu n'as pas besoin d'être au maximum 100% sur ton ordi ou ton téléphone pour nous entendre. Je laisse Magel se présenter, puis je veux un petit message dans le chat pour nous dire si le son est correct. Bonjour, moi je m'appelle Magel. J'ai gradué de l'Université de Montréal en 2022 et je travaille depuis ce temps avec François chez Mouvement Physio à la clinique Laval-Sainte-Rose. Donc, Annabelle qui nous dit qu'elle nous entend bien. Merci, Annabelle, d'avoir répondu. C'est une première. Hein, aujourd'hui, on est le 28 mai. Puis, dans le fond, il y a l'été qui s'en vient. Le mois de juin est à nos portes, Magel, et je pense que tout le monde en est bien heureux. Des fois, l'été, c'est plus difficile d'avoir ce genre de truc-là. Je vais prendre une pause pendant l'été. On va prendre une pause de ces mentorats-là. Mais en tant que tel, on va faire 4 séances aujourd'hui, puis les 3 prochains mardis. Alors, mets ça à ton agenda. Là, si je vais dans le calendrier, aujourd'hui, on est le 28. Donc, le 4 juin, le 11 juin et le 18 juin, toujours à la même heure, à midi, on va entrer live, puis on va discuter de cas ensemble, soit les tiens, soit les nôtres. On en a en backup si jamais il y a personne qui a d'idées ou qui veut parler avec nous publiquement. Donc, puis après ça, à partir de la semaine de la Saint-Jean jusqu'en septembre, je vais prendre une petite pause de podcast et une pause aussi de ce mentorat. Et on sera de retour, puis on va peut-être avoir, on va avoir appris là, de qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien aussi là concernant le mentorat, puis on pourra repartir tout ça là, après la fête du travail au mois de septembre. Avant qu'on commence, juste un petit avis de responsabilité pour les séances de mentorat qu'on fait en physio. Alors, simplement pour dire qu'on utilise des exemples de cas de patients pour discuter de ce qu'on ferait pour l'aider en physio. Le contenu de nos séances à nous là, de mentorat, c'est destiné au développement professionnel, qui va être utilisé pour compléter et non remplacer ton jugement clinique et les directives établies par ton ordre professionnel. Même si on discute d'études de cas et de techniques, celles-ci sont généralisées et dépersonnalisées à des fins éducatives. Elles doivent être adaptées, évidemment, aux cas individuels sur la base d'une évaluation professionnelle personnalisée, comme on le fait presque chaque jour. La participation à cette séance établit aucun lien entre nous puis ton patient, évidemment. Les informations partagées ici sont basées sur les connaissances actuelles. Évidemment, ça peut évoluer dans le temps, donc assure-toi que ta pratique soit conforme aux données probantes et à tes responsabilités professionnelles, quelles qu'elles soient, au moment où tu veux les appliquer. Cette session-ci ou cette séance aujourd'hui n'est pas destinée au diagnostic ou au traitement de cas individuels. Ça vise à améliorer tes connaissances et compétences personnelles. Moi, mes collègues et Mouvement Physio, on n'assume aucune responsabilité pour les conséquences directes ou indirectes découlant de l'application des informations plutôt discutées ici. Pour ceux et celles qui viendront discuter de cas en direct avec nous, c'est super important, Magel, tu le sais aussi, hein, oui, de respecter la confidentialité. Aucun renseignement personnel doit être divulgué. On en a vu de toutes les couleurs, encore plus là, avec la loi 25 dans les 2 dernières années ou à peu près. Donc, la personne de qui on parle doit pas être en mesure de se reconnaître non plus en écoutant les informations discutées ou que tu m'envoies, par exemple. L'enregistrement des séances de mentorat vont être disponibles et publics sur mon compte YouTube dans les jours qui suivent la séance. Finalement, tu peux t'inscrire à ce mentorat-là et envoyer un code d'avance sur mon site web. Mais là, on est en direct. Alors, on va commencer. Salut, on vous dit salut tout le monde. Répondez-moi dans le chat si ça va bien aujourd'hui, mardi ou 28 mai, où on finit par avoir une petite fin de tempête quasiment tropicale là, qui est passée sur, en tout cas, la région de Montréal dans les dernières heures. Si tu veux nous envoyer un cas, tu as 2 choix. Soit en direct, en demandant la parole, puis tu peux venir jaser avec nous. Ou si tu veux rester anonyme, tu peux m'envoyer ton cas à l'avance sur le site web. Des fois, c'est plus facile parce que ça peut être assez long d'expliquer tout ça dans un paragraphe ou simplement dans le chat ou dans la section questions et réponses où tu peux l'envoyer publiquement ou tu peux l'envoyer à moi seulement ou à nous seulement. Évidemment, on a quelques cas en banque. Mais n'hésite pas, n'aie pas peur de venir te mouiller. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On est simplement là pour réfléchir ensemble puis rendre ça plus facile pour tout le monde. Alors, en ce moment, on est quelques personnes. Et si on n'a pas si on n'a pas personne qui veut venir jaser avec nous de cas en particulier, de quoi est-ce qu'on parle, Major? As-tu un cas qui t'intéresse particulièrement?
Ben, il y avait un cas de neurale, de douleur de type neural. Je pense qu'il pourrait être intéressant. Parler de ce cas-là, c'est notre premier cas qu'on a ici sur le. Je vais lire l'information. C'est quelqu'un qui a envoyé un cas à l'avance, donc je vais lire le cas, puis on pourra en discuter par la suite ou même à travers, dans le fond, ces informations-là. Donc, c'est une femme de 28 ans qui a une douleur dans donc la personne écrit la région du muscle fibulaire, donc des muscles fibulaires. Donc, on parle dans le latéral de la jambe, finalement. Bon, ça ne dit pas le côté, mais c'est pas tellement pertinent là, pour discuter du cas. C'est une coureuse. Donc, elle fait du jogging, douleur qui est apparue de façon insidieuse, donc progressivement, et qui est pire depuis quelques jours. Donc, une grosse augmentation de douleur depuis quelques jours. Juste avec cette information-là, Majel, as-tu des idées là, de qu'est-ce qui pourrait être en cause? Si on pense, là ça fait la personne s'assoit dans notre salle d'évaluation, puis là, on a Ghislaine qui a 28 ans puis qui est une coureuse. Ghislaine de 28 ans. Ben oui, c'est toutes sortes de noms en 2024. Moi, c'est sûr que oui. D'abord, Ghislaine, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle a fait de nouveau. Là. Oui, est-ce qu'elle a fait changer ses habitudes? Oui, c'est sûr que ça, c'est ma première question, c'est depuis quand? On le sait que c'est depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'elle a pu faire ou qu'elle a arrêté de faire? Ou dans un changement de technique, un changement de chaussures ou de volume de course, là, ou une nouvelle activité quelconque. Oui. C'est la première chose que je me demande. Fait qu'il y a pu avoir des changements. Tu sais, il y a vraiment deux façons dont les gens nous consultent en musculo-squelettique. Là, généralement, c'est soit qu'il y a eu un trauma, donc il y a un faux mouvement, puis là, les gens, souvent, c'est pas tellement compliqué là, de trouver qu'est-ce qui s'est passé. Là. Ils ont eu un moment où la douleur est apparue ou augmentée de façon importante, avec d'autres déficiences et incapacités qui apparaissent toutes d'un coup, ou c'est quelque chose qui s'installe progressivement. Alors, dans le cas d'une douleur qui s'installe progressivement, on essaie de trouver qu'est-ce qui a bien pu changer pour faire en sorte que cette douleur-là apparaisse, soit que quelque chose a augmenté, ou soit que la personne a eu moins de capacité de récupération aussi. Là. Donc, dans notre vase peut déborder parce qu'il y a trop d'eau, mais peut déborder aussi parce qu'il est devenu trop petit. Donc, la capacité à recevoir cette charge-là, ça peut être une des raisons. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là, comme diagnostic différentiel? Là, 2-3 trucs, c'est une douleur qui est latérale à la jambe, par exemple. Ben, c'est sûr que, mettons, en super gros red flag, je voudrais m'assurer qu'elle vient pas juste d'avoir une chirurgie ou qu'elle n'a pas été alitée dans les derniers jours. Oui, parce que là, on est dans la région du mollet. Hein, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de thrombophlébite qui est en train de s'installer là. Rare chez les gens à 28 ans, mais pas impossible, surtout quand on prend en considération les comorbidités potentielles qui pourrait y avoir. Donc, si cette personne-là prend de la médication pour X, Y raison. Donc, effectivement, puis là, la région, est-ce qu'elle est rouge? Enflée, douloureuse, dure, donc comme indurée. Là. Puis là, ça se fait d'une observation très rapide. Là. On peut aller voir rapidement dans notre évaluation parce que même si la personne, avant qu'on ait commencé l'évaluation, nous parle de douleur en latéral, des problèmes vasculaires, c'est généralement plus postérieur, mais effectivement, on voudrait pas passer à côté d'un risque de thrombose qui est en train de se développer dans le mollet. Donc, des changements drastiques, une chirurgie, un impact, de la médication qui pourrait expliquer ce genre de trucs-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre avec une douleur en latérale de la jambe comme ça? Ben, c'est sûr que peut-être je poserais les questions aussi un petit peu plus en lien avec la neuro. Fait que paresthésie, peut-être en selle, fuite urinaire, perte de force ou la jambe qui traîne un peu ou des questions vraiment de cas plus graves aussi là, pour éliminer peut-être une petite queue de cheval ou quelque chose qui pourrait parce que là, on a de la douleur dans le membre inférieur, donc je pense qu'on peut poser la question, est-ce qu'il y a de la douleur en haut du genou? Parce que les gens, des fois, vont focuser sur la région qui est la plus douloureuse, donc en distal pourrait être plus douloureux qu'en proximal, mais est-ce que la personne a de la douleur lombaire, la fesse, la cuisse, ou on bypasse tout ça, puis on n'a que de la douleur au niveau de la jambe. Donc, c'est une excellente question. Mettons que Ghislaine nous dit qu'elle a, parce qu'en fait, dans le cas qu'on a, nous, on parle simplement de douleur en latéral de la jambe. C'est possible que Ghislaine nous dise non, j'ai juste de la douleur. Donc, si on continue, par exemple, la douleur à la course, OK, elle a de la douleur à la course, mais aussi au travail lorsqu'elle est au repos. Donc, quand elle est dans une position assise, j'imagine, parce qu'être au travail, ça ne veut pas nécessairement dire d'être assis, mais
au travail au repos, je pense que ça veut pas dire que je suis commis dans un entrepôt puis que je marche 10 km par jour. Là, d'après moi, au travail au repos, ça veut dire être assis. Ouais. OK, juste après, elle a un travail de bureau assis. OK, donc c'est la beauté du live. Donc oui, donc elle a une augmentation de symptômes aussi une fois assise. Donc là, c'est sûr que ça peut nous donner des petites indications potentielles de troubles lombaires qui pourraient donner une douleur neuropathique qui irradie dans la jambe. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre, par exemple, si on avait quelque chose de lombaire, là, parce qu'on a une position assise en flexion lombaire, 28 ans, un âge qui est potentiel blessure discale, style atteinte de racine, par exemple. Là, instabilité. Il peut y avoir des trucs là, qui se passent en lombaire qui nous donnent des douleurs qui descendent dans le membre inférieur. Donc, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme symptômes si c'était une origine lombaire? Comme des engloutissements, ça de brûlure, de chaleur ou de froid même. Engloutissement, évidemment, là, c'est sûr et certain que si la personne nous dit qu'on a une augmentation de symptômes dans un contexte de position assise, ben on va peut-être aller, là on pense peut-être plus effectivement à une douleur d'origine neurale. On veut s'assurer que c'est pas une compression, donc là on va poser des questions puis on va peut-être faire nos tests neuro pour aller s'assurer que c'est pas ça, ou en tout cas valider que c'est ça, dépendamment de ce qu'on pense qui se passe après avoir discuté avec la personne. Donc oui, effectivement, on pourrait avoir une douleur d'origine lombaire qui irradie dans la jambe et qui bypasse la fesse et la cuisse. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire comme test de mise en tension, par exemple, pour aller évaluer cette douleur-là dans le membre inférieur? Là, on en a quelques-uns. Activement, ça pourrait être le SLOM ou bien le SLR, peut-être plus tard, de manière passive. Là, mais, puis si on veut commencer notre évaluation avec des mouvements actifs, moi, j'essaierais d'aller éclairer qu'est-ce qui se passe en lombaire. Donc là, j'ai de la douleur dans le membre inférieur. C'est une coureuse. Fait que, c'est sûr que si la douleur est augmentée par la course, on peut avoir plus que juste la région lombaire qui irrite les symptômes, mais ça peut faire partie là, des composantes pour lesquelles la personne a de la douleur. Donc, j'irais faire juste ma croix de Maine pour commencer. Parce que là, on se lève debout, puis en se penchant vers l'avant, ben, c'est une flexion lombaire, puis c'est une mise en tension neurale en même temps. Donc, à ce moment-là, on pourrait avoir une indication, mais évidemment, dans notre cas ici, là, c'est ça le fun quand on peut discuter d'un cas avec quelqu'un qui est avec nous en direct, c'est que là, on pourrait poser la question sur est-ce qu'il y a de la douleur à la flexion antérieure en lombaire. Et là, si on avait de la douleur ou une reproduction de symptômes, ben là, on pourrait avoir peut-être une idée on a une flexion lombaire, puis on a une mise en tension neurale aussi là, au niveau du nerf sciatique, entre autres, qui pourrait provoquer les symptômes connus dans la jambe. Et là, des fois, les gens nous disent non, j'ai pas mal au dos, je mal au dos. Puis là, on les fait faire une flexion en avant, vers l'avant, puis hop, là, tout à coup, il y a de la douleur lombaire. Ah oui, ben, ça m'arrive des fois, ça. Tu sais, j'ai ce genre de douleur-là. Parfois. Alors, des fois, on vient mettre le doigt sur une petite problématique qui traînait depuis un certain temps, puis qui apparaît, tu sais, pour que la personne prenne conscience à ce moment-là. Simplement parce que tu peux avoir un petit peu de symptômes en lombaire, ça te dérange pas tellement, puis là, ben, quand ça se met à irradier dans ta jambe, la douleur étant plus importante, c'est à ce moment-là que tu te dis, je vais consulter. Puis, ben, dans la population, les gens qui sont conscients qu'une douleur lombaire peut donner des symptômes qui vont irradier dans le membre inférieur, c'est pas tout le monde qui sait ça. Et les gens ont consulté pour une douleur plus importante dans la jambe, puis ils se rendent compte que, nous, on se rend compte, puis on est capable de leur montrer qu'il y a peut-être un petit lien avec la région lombaire. Qu'est-ce que je fais, moi, quand j'ai pas nécessairement de symptômes avec une flexion? Ça, c'est peut-être le Mackenzie là, derrière ma pratique qui est presque inexistant, mais qui est quand même... Je vais faire fléchir les gens plus qu'une fois. Je vais leur demander de faire, mettons, 10 flexions, parce que j'essaie de venir prouver ou au contraire, éviter là, je veux savoir, est-ce que vraiment, juste être sûr que c'est pas la flexion qui augmente mes symptômes à ce moment-là. Elle semble avoir encore plus de douleur après la course que pendant. Donc là, on a des gens... C'est des signes qui sont pas toujours pertinents, ou en tout cas, c'est correct. Là, je pense que c'est peut-être plus avec le niveau d'irritabilité de la condition. C'est sûr que pendant l'activité sportive, on a des bonnes hormones qui sont sécrétées. Donc, ça arrive souvent des gens qui nous disent « J'ai mal au début, quand je continue, finalement, ça va mieux, puis je suis capable de continuer mon activité, puis ça va sortir plus tard. » Donc, dans son cas, à elle, ça semble sortir, par exemple, je vais courir le matin, ça sort plus tard au travail quand je suis assise. Muscles fibulaires sont forts, donc on parle des éverseurs, finalement, sans douleur au rhizome. Donc là, quelqu'un qui aurait pu penser à une tendinopathie.
on a un peu éliminé là, cette possibilité-là. À la palpation, douleur région fibulaire, donc toujours en latéral, mais surtout près de l'insertion de la tibiofibulaire proximale. L'insertion, en tout cas de l'articulation plutôt, là, tibiofibulaire proximale, donc près du genou en latéral. On fait du renforcement fibulaire, quantification de stress mécanique course, mais douleur persiste et peut sembler aléatoire. Elle fait un voyage à Gaspésie à partir de Montréal et n'a pas couru et sa douleur semble empirer. Donc là, on n'a pas le détail, mais on s'imagine qu'elle est allée en Gaspésie en voiture, pas à pied, ou en vélo, quoi ça se fait, mais ça prend plus de temps. Quoique se rendre en Gaspésie en vélo, d'abord, c'est aussi long que de passer à travers Montréal pour aller sur la rive sud en char. Fait que là, dans le fond, on a quelqu'un qui est assis en voiture pendant, ça prend combien de temps en Gaspésie, imagine? 8 heures, 8 heures et demie? Je sais même pas. D'ici, à peu près ça, 8 heures, 8 heures et demie. Ouais. Ça se fait pas d'un coup, faut que tu arrêtes, parce qu'après 6 heures d'auto, sûrement, c'est pour mettre de l'essence ou recharger ta voiture électrique. Avant 6 heures, sur la voiture électrique, probablement. 2 heures. Donc là, c'est position assise, hein, puis la position assise, donc là, si par exemple on a cette information-là avant même d'avoir fait quoi que ce soit d'objectif, là, on sait que les gens sont assis, quand ils sont assis dans une voiture, ils sont dans une position d'SLR ou de slam. Ouais. Donc là, ça nous donne peut-être un petit indice, puis elle est assise, donc assise dans la voiture, là, pour les gens qui ont des douleurs d'origine lombaire, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident. Fait que des pathologies qu'on voit souvent, là je dis pas que c'est ça, dans des chez les coureurs. Donc, quantification de stress mécanique trop importante à la course. Donc, effectivement, ça serait intéressant de savoir si Ghislaine a eu une augmentation de charge, comme tu le disais tantôt, Magel. Ouais. C'est une question de quantification de stress mécanique. À ce temps-ci de l'année, il y a quelques courses qui commencent à avoir lieu. Et les gens, parfois, ils ont pas fait beaucoup de courses à pied pendant l'hiver. On a une augmentation quand même assez importante au printemps. Puis ils disent, je faisais ça l'année passée, comment ça se fait que je suis pas capable de faire la même chose cette année? Mais parfois, c'est juste le retour qui se fait trop rapidement en termes de volume puis en termes d'intensité. Puis... Fait que là, on pourrait penser que le vase, il est trop plein. Oui, exactement. Donc, mais à l'inverse, si on peut penser qu'elle a eu des semaines plus difficiles au travail, qu'elle a moins dormi pour des problèmes personnels autres ou familiales, là, on pourrait penser que le vase, peut-être, qu'il est plus petit que l'année passée. Puis que la raison pour laquelle elle n'est pas capable de refaire la même distance ou le même volume de course, c'est à cause des facteurs contextuels autres. Là. Oui, exactement. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi, effectivement, le vase déborde, là, soit que le vase est plus petit que l'an passé. Il peut être plus petit simplement parce que, encore une fois, là, si par exemple, j'ai pas couru de l'hiver, là, je reprends, puis là, je me dis, je fais le marathon d'Ottawa, qui est au mois de mai, puis j'ai couru le marathon de Montréal, fait que j'ai pas besoin de je vais faire quelques semaines de... Mais c'est parce que là, c'est le volume qui augmente de façon très importante, puis souvent, les gens courent rapidement, vont faire des intervalles, donc font un entraînement pour essayer de regagner la forme rapidement, puis là, des courses par intervalle, jog, sprint, la demande est importante sur le corps. Et là, c'est là qu'on vient probablement, donc dans ce cas-ci, là, mettre une charge potentiellement trop élevée sur la région lombaire. Et là, qui peut amener, dans le fond, des symptômes qui vont partir de la région lombaire puis qui peuvent donner des symptômes qui vont irradier dans la jambe. Donc, probablement que dans ce cas-ci, on trouverait des symptômes à la flexion antérieure en lombaire. Je m'attendrais à ça. Après avoir juste entendu là, son histoire. S'il n'y en a pas, je ferais faire plusieurs répétitions de flexion pour essayer de me confirmer là, tu sais, que ça, la problématique, parce que là, ce qui arrive, c'est que des fois, le problème, c'est que les gens ont des symptômes après un certain temps ou si je commence à avoir mal dans le dos puis dans la jambe quand ça fait une demi-heure que je suis assis, des fois, en clinique, juste une flexion, c'est pas suffisant. Donc, on essaie, puis même, ça m'arrive de me rendre à 20 ou à 30 répétitions juste pour essayer vraiment de voir, puis on s'excuse aux gens dans ce temps-là, là, tu sais, l'objectif, c'est pas de leur faire mal, mais l'objectif, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Donc là, flexion antérieure, je m'attendrais à avoir des symptômes dans le membre inférieur, donc dans la région douloureuse connue. On s'assoit au bord de la table, on fait un slump. On fait un slump. Moi, j'ai pas tendance à aider les gens dans leur slump. As-tu tendance à les aider, à aller voir des fins de mouvement? Toi, non, je vais le faire à côté. Sinon, je vais leur montrer, puis au lieu de tout leur dire, je vais le faire à côté. Fais donc ça, essaye ça, ramène le pied, puis je vais les laisser faire qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Ça m'arrive parfois. C'est pas souvent là, que je vais faire du Enfield avec ce genre de truc-là, mais ça m'arrive parfois. Encore une fois, tu sais, j'ai quelqu'un qui a des symptômes, puis ça dépend toujours de comment la personne se présente cliniquement, mais ça m'arrive parfois là,
d'aider la personne avec sa tête, puis la région thoracique à aller. Parce que les gens, parfois, on leur demande, on se penche par en avant, puis ils font ça comme ça, puis on sait que finalement, il leur reste pas mal d'amplitude articulaire pour aller chercher plus de flexion. Donc, ça m'arrive parfois là, d'aller aider les gens à aller chercher plus de flexion thoracique et cervicale dans le slump pour vraiment aller voir si, quand on a notre extension du genou, et là, peut-être certaines variantes au niveau de la cheville. Donc, si on a de la douleur en latéral, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de mettre en tension cette région-là, Majel? C'est sûr que j'irai chercher un petit peu d'inversion, là, que ce soit en flexion dorsale ou en plantaire. Là. Je pense que j'essaierai les deux. Oui, parce que l'on est en latéral de la jambe. Fait qu'on est en latéral antérieur du fibula ou en postérieur. Bon, c'est pas toujours clair, là, mais effectivement, flexion inversion, flexion plantaire, flexion dorsale. Et là, on demande à la personne de varier ses positions dans le slump pour voir si ça change les symptômes dans le membre inférieur, dans la jambe, dans notre cas, ce qu'on sait ici. On compare avec l'autre côté aussi. Oui, on compare avec l'autre côté, surtout si les gens sont pas certains. Oui. Des fois, c'est assez aigu que les gens, c'est assez clair que ça provoque leurs symptômes connus. Donc, comparer avec l'autre côté, pas toujours pertinent. Mais je suis dans quelqu'un qui est pas très aigu. Puis que là, oui, je pense qu'il y a un petit quelque chose. Ben, on compare avec l'autre côté. C'est ça tire derrière le genou finalement. Puis là, de l'autre bord, tu as un petit peu la même sensation. Oui, puis je pense qu'il y a quelque chose d'important à demander aux gens, c'est qu'on cherche la douleur de consultation. On cherche à savoir si ce qu'on fait provoque des symptômes qui t'amènent à venir me voir ici aujourd'hui. Donc là, une douleur, un étirement derrière le genou, ben c'est quelque chose de juste une question de souplesse puis de fin de mouvement tissulaire en extension du genou ou en mise en tension des ischio-jambiers finalement qui peut faire en sorte que on sent des symptômes postérieurs au genou qui sont pas nécessairement nos symptômes de consultation. Donc c'est là en comparant gauche-droite, on finit par avoir une différence. Une fois que les gens sont assis, pour moi, c'est peut-être un petit peu moins pertinent, puis je pense que c'est là que c'est important, là, pour ceux qui nous écoutent, l'âge, ça amène certains diagnostics, puis pas d'autres, là. Chez Ghislaine, qui a 28 ans, c'est peut-être moins pertinent, quoique je le ferais probablement quand même, tant qu'elle est assis en bord de table, aller voir la mobilité des hanches. Donc, rotation interne, rotation externe. Fait que juste mettre la cheville sur le genou, par exemple. On veut comparer gauche-droite. C'est plutôt rare là, qu'on va avoir une grosse perte de mobilité chez quelqu'un de 28 ans, mais chez quelqu'un de 48 ans, on a peut-être une limitation de mobilité à la hanche qui vient participer à tout ce mélange-là de petites choses qui peuvent venir contribuer aux symptômes. Donc, une hanche raide peut amener des symptômes, ou en tout cas peut participer au package de symptômes qu'on peut avoir, là, style hanche lombaire, membre inférieur. C'est quelque chose que je vois souvent chez des coureurs ou des coureuses. Sur le dos, après ça, tu parlais du SLR, Majel, tantôt. Oui. Donc, si on avait un slump positif, ben, tu sais, le SLR est peut-être pas nécessairement, mais sauf que là, on sait, par exemple, que la personne, quand elle est dans la voiture, est dans une position de SLR, avec la jambe allongée, surtout si c'est sa jambe droite, là, qui est la jambe qui est obligée d'appuyer sur c'est là des questions pertinentes qu'on peut demander, est-ce que ta voiture a un cruise control, un régulateur de vitesse en français, et là, tu es obligé, si tu fais Montréal-Gaspésie, d'avoir le pied sur la pédale de gaz pendant tout ton trajet, tu peux pas plier ton genou. Souvent, les gens, ça va les soulager un petit peu, au moins de pouvoir changer de position. Il doit plus rester beaucoup de voitures. As-tu un cruise control sur ton auto, toi? Oui. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de voitures qui n'ont pas ça. Non. Ben, un vieux char, tu sais, aurait peut-être pas de cruise control. Et ça ferait en sorte que tu es obligé de rester dans une position, encore une fois, surtout si c'est ta jambe droite qui donne des symptômes, une position de slump ou SLR prolongée là, dans un voyage en voiture. Donc là, on pourrait aller voir le SLR. Là, on commencerait, si on a des mises en tension neurale qui provoquent des symptômes connus, si on avait une flexion lombaire antérieure qui donne des symptômes connus, ben là, on commence à avoir un portrait de quelqu'un qui a une atteinte lombaire, donc une lombosciatalgie finalement. Est-ce qu'on a des signes et symptômes neurologiques? Là, il va falloir qu'on teste ça quand on a des symptômes dans le membre inférieur qui viennent du dos. Ça serait quoi, mettons, un conseil que tu commencerais à donner à cette personne-là à ce moment-là? Évidemment, on peut y aller. Est-ce qu'elle est bien aiguë? Est-ce qu'elle est pas tant aiguë? Là? Ça semble être irritable là, quand même, selon ce que la personne nous raconte. En tout cas. D'une part, j'essaierais de lui demander de jouer avec l'ajustement de son siège d'auto. Fait que c'est capable d'avancer son banc pour avoir peut-être un petit peu plus de flexion dans le genou puis être moins à bout de jambes, là, ou de jouer avec le dossier pour être moins
en position du slum si elle a d'autres longues distances à faire. Là. Ouais. Position assise en voiture pour les gens qui ont des lombocytalgies, c'est très difficile. Hein? Puis on leur donne des trucs comme ça là, pour essayer de, tu sais, dans le fond, si ton siège est très carré, ben, de donner un petit angle de plus, comme ça, t'es moins en flexion, un petit peu moins en flexion lombaire, un petit peu moins en mise en tension neurale, avec juste une coche de plus vers l'avant, mais ça fait en sorte que tu peux avoir le pied sur la pédale d'essence, mais avancer le siège, reculer le dos aussi. Des fois, c'est juste une petite coche. Des fois, les gens vont être un petit peu moins confortables parce que c'est pas leur position de conduite. Mais s'ils ont moins mal à la jambe ou ils ont plus d'endurance ou de tolérance, ben c'est tant mieux. Puis, ben c'est ça aussi, là, c'est que ça nous permet d'éviter dans des situations qu'on est obligé parfois de faire dans la vie. Là, on peut pas tout arrêter et puis attendre chez nous que la douleur s'en aille. Je suis obligé de faire de la voiture pour aller puis revenir du travail. Ben des fois, c'est une petite irritabilité de moins qu'on se met puis qu'on finit par être capable d'avoir un impact positif sur la douleur sur quelques jours, voire quelques semaines, là, finalement. Pour finalement revenir à sa position confortable une fois mieux tolérée. Éventuellement, oui, bien sûr. Oui, 100%. Comme n'importe quel béquille, on va vouloir le sevrer là, rendu à un certain point. Ou peut-être que cette personne-là va se rendre compte que c'est sa nouvelle position préférée là, en voiture, fait qu'il va pas changer. Mais utiliser le régulateur de vitesse, c'est quelque chose qu'on peut suggérer. Puis évidemment, plier son genou à ce moment-là pour mettre un petit peu moins de tension. Mettre quelque chose dans le bas du dos. Donc, des fois, il y a des voitures maintenant qui ont la possibilité d'avoir un rouleau lombaire intégré là, qui peut être ajustable. Il y en a qui sont pas ajustables. Donc, ça peut aider aussi à venir donner un peu de soutien puis essayer de diminuer là, l'espèce de fin de flexion lombaire qu'on va avoir dans un siège de voiture. Oui, exactement. Mais dans tous les cas, la voiture, ça reste souvent difficile. Donc là, on va essayer d'aller voir à l'extérieur, ailleurs que dans la voiture, qu'est-ce qui peut venir participer aux symptômes. Donc là, on sait que c'est une personne qui fait de la course à pied. C'est sûr et certain que dépendamment du niveau d'irritabilité, en tout cas, personnellement, moi, j'essaie de pas arrêter les gens de courir, surtout quand il y a des objectifs. Mais c'est sûr que dépendamment du niveau d'irritabilité, si ces douleurs sont très importantes, il va peut-être falloir qu'on ralentisse en quelque part. T'sais. Donc là, on n'a aucune idée si ce qu'elle fait, c'est du continu de longue distance ou des sprints en intervalle. Mais moi, d'habitude, étant donné que on sait que l'intensité a des impacts plus importants que le volume là, en course à pied, la plupart du temps, je suggère aux gens d'arrêter de faire leur sortie d'intensité. Dans beaucoup de programmes, il y a une sortie intense par semaine qui sont des intervalles qui aident effectivement à augmenter les capacités cardiovasculaires puis qui ont un impact positif sur les performances. Mais là, dans le fond, quand on est blessé, faudrait pas penser aux performances. Il faudrait penser à régler le problème en premier parce que si on traîne notre problème plus longtemps, ben on sera pas plus avancé en termes de performance dans le futur de toute façon. Donc, la première étape, encore une fois, là, ça dépend toujours du niveau d'irritabilité. Mais la première étape, c'est ça exactement. Je vais proposer à cette personne-là de faire une sortie facile, douce, à une vitesse lente, pour venir voir qu'est-ce que ça nous donne là. Puis évidemment, je vais expliquer pourquoi on fait ça, c'est quoi l'objectif de faire tout ça. C'est de permettre à la personne de continuer à courir, d'essayer de voir jusqu'en dessous de quoi là faut qu'on se rende pour avoir un impact positif sur ces symptômes-là. Douleur au repos après au moins, là, que ça soit pas un exacerbateur des symptômes qu'elle a déjà. Ouais, 100%. Comment tu juges toi chez les gens, Majel, est-ce que c'était trop, est-ce que c'était correct, comment est-ce que tu y vas là, par rapport à la douleur? Des fois, je leur demande de me faire un journal, là, de m'écrire en temps réel qu'est-ce qu'ils ont fait comme course, qu'est-ce qu'ils ont eu comme symptômes après, pendant la nuit ou jusqu'au lendemain, au lendemain matin, là, 24 à 48 heures, même des fois pour les douleurs un petit peu neurales, là, ça arrive plus tard. Fait que les gens, ils se disent, ben non, j'avais rien fait, mais je leur demande de retourner en arrière un petit peu. Oui, puis tu sais, il y a encore une fois, tu le disais tantôt, il y a plusieurs facteurs qui peuvent avoir un impact là-dessus. Il existe plein de graphiques là, qui existent pour donner une idée à nos patients là, de qu'est-ce qui peut avoir un impact sur les symptômes. On parlait de base tout à l'heure. C'est la qualité du sommeil, la qualité d'alimentation, le stress vécu dans la vie de tous les jours. Il y a un paquet de facteurs psychosociaux là, qui ont un impact. Il y a des gens qui brûlent pour point dans leur vie, doivent s'occuper d'un proche malade, etc. Donc, les gens réalisent pas nécessairement d'emblée eux-mêmes que ça peut avoir un impact sur leur capacité de récupération. Donc, qu'est-ce qui a augmenté? Qu'est-ce qui a diminué? Des choses qu'il faut discuter avec notre patient. Donc, puis après ça, après ça, aller voir qu'est-ce qui provoque les symptômes dans la vie de tous les jours. Puis qu'est-ce qui est assez clair. Essayer de trouver un pattern. Oui. Des fois, c'est difficile de mettre le doigt exactement sur qu'est-ce que ça peut être, mais
sais, si on parle de je suis allé courir, puis pour le reste de la journée, mes douleurs sont augmentées, mais clairement, la course à pied est une activité irritante. Les journées où je fais de la course, le soir, j'ai plus mal, ça me réveille la nuit, le lendemain, c'est pire. Donc là, c'est sûr que là, il va falloir qu'on vienne gérer la quantité de stress qui est mis sur le corps par la course à pied. Et on essaye de le réduire assez pour que les gens aient bien. Moi, je vais généralement un peu à tâtons en voyant là qu'est-ce qui a un impact positif. Puis, je discute avec eux de est-ce qu'ils sont capables de diminuer d'autres choses s'ils veulent pas arrêter la course à pied, par exemple. Donc, ta personne qui sort en course à pied 4 fois par semaine, mais qui joue 2 games de soccer par semaine, ben là, des fois, ça peut être correct de faire un choix. Tu sais, qu'est-ce que tu veux maintenir? Qu'est-ce que tu veux arrêter? Jouer au soccer, c'est du stop and go. Ça peut être exigeant, ça peut être plus exigeant que ta course à pied sur la même période. Exactement. Parce qu'on a une vitesse moyenne qui est peut-être plus élevée, surtout dans un cas où justement là, on a beaucoup de stop and go avec des sprints qui nous amènent à augmenter la charge mécanique sur le corps. Donc avoir cette discussion-là, évidemment, c'est important. Parce que si on gère pas, je pense qu'on a beaucoup, on a tous un peu notre image qu'on partage avec les patients. Moi, la mienne est peut-être un peu plus gore, là. Moi, les gens, quand je leur dis, si tu donnes un coup de couteau dans la cuisse à tous les jours, puis que tu viens me voir parce que tu as mal à la cuisse, ben, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de donner un coup de couteau dans la cuisse. C'est quoi ton analogie? Honnêtement, je l'utilise aussi parfois, le dépendamment de la clientèle, là, je pense. Tu t'adaptes plus que moi. Oui, moi, je m'adapte plus. C'est le coup de couteau dans la cuisse. Mais je trouve ça marquant. Je parle de la personne qui essaye de reconstruire sa maison pendant qu'elle est en train de brûler. Oui. Ouais, ça aussi, c'est une belle analogie. Des fois, je leur dis que éteindre le feu, ça va être plus efficace de le rebâtir par la suite que de faire de la réno pendant que ça brûle. 100%. C'est une phrase que j'aime beaucoup. C'est que Greg Lehman a dit, là, qui rejoint un peu ça, qui est un physio canadien, qui dit qu'on on calme les choses, puis on rebâtit. Donc, dans le fond, effectivement, si la maison est en feu, il faut l'éteindre en premier avant de la reconstruire. Il faut l'éteindre suffisamment. Il y a peut-être certaines régions de la maison qui fument encore un peu, mais là, ça serait déjà moins pire. Mais quand le feu est pogné partout, c'est sûr et certain que... ce qui l'alimente, là. 100%. Ben oui, il faut arrêter l'oxygène du feu. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour avoir un impact positif sur les symptômes des patients quand c'est très aigu, par exemple, tu sais, en termes d'analgésie, là, sur quelqu'un comme ça, qu'est-ce que tu ferais, toi? Ben, c'est sûr, comme conseil à la maison, tu vois. N'importe quel conseil, tu sais, parce qu'en fait, chez les gens, là, quand ils sont très aigus, tu sais, les premières choses qu'on fait, c'est des premiers soins. La personne elle a une douleur 7-8 sur 10 qui peut varier un petit peu, mais qui est assez constante. C'est sûr que là, à ce moment-là, c'est pas le temps de rénover la maison, c'est le temps d'aider la personne à avoir un contrôle sur ses symptômes d'abord. Puis c'est correct de leur dire aux gens que c'est ça la première étape. En fait, pas c'est correct, c'est ce qu'on devrait faire. Dire aux gens que la première étape, c'est de contrôler les symptômes. Puis une fois que les symptômes sont améliorés puis sont sous notre contrôle, bien, progressivement, on va pouvoir rebâtir pour retourner aux activités significatives. Fait que moi, je leur demande d'essayer le chaud, d'essayer le froid. Qu'est-ce qu'ils ont préféré le plus? Qu'est-ce qui leur a fait le plus de bien? La littérature n'est pas là à montrer qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Je pense que ça dépend vraiment de la préférence du patient. Ça dépend probablement de la pathologie aussi. Il y a peut-être des tissus qui, ou en tout cas de la perception que le cerveau a des tissus qui sont atteints, là, qui préfèrent de la chaleur ou de la glace. Puis là, je vois vraiment d'expérience personnelle, mais on dirait qu'une douleur de type neuropathique, j'ai l'impression que la glace, c'est peut-être moins soothing que même du chaud. Mais... moi, le banc chauffant, là. Oui, pour le bas du dos, ben là, c'est ça. On dirait que ça marche bien pour les même l'été. Puis là, dans le fond, c'est ça. Là, ici, au niveau lombaire, par exemple, on a quelque chose qui est plus mécanique. Ben oui, là, la chaleur peut faire du bien. Donc, mettons quelque chose d'analgésique, là. Chaud-froid. Des fois, la douche sur la région douloureuse. Bon, évidemment, il nous reste d'autres outils que nous, on n'a pas le droit de recommander directement, comme la médication. Alors, on peut référer le patient à son pharmacien. On peut leur faire une petite note à nos patients là, pour, dans le fond, expliquer au pharmacien c'est quoi la pathologie pour que la personne n'ait pas besoin de tout réexpliquer. Puis on demande, dans le fond, au pharmacien d'aider notre patient avec le contrôle de ses symptômes. Donc, les pharmaciens ont plusieurs outils là, derrière la cravate qu'ils peuvent utiliser pour aider nos patients à gérer la douleur. Un des outils, ben, ça peut être des anti-inflammatoires. Évidemment, les anti-inflammatoires sont pas toujours bien vus. Les médecins les voient très, très bien. Les médecins prescrivent facilement les anti-inflammatoires et maintenant, on sait qu'en vente libre, on a accès à plusieurs molécules différentes. Le naproxène, là, depuis un certain temps, est même disponible maintenant en vente libre. Donc, c'est ce qui est le plus prescrit généralement là, pour des douleurs d'origine neuromusculo-squelettique aiguë
puis un peu inflammatoire là, dans le contexte qu'on connaît la pathologie. Donc, les pharmaciens peuvent nous aider là, à venir aider nos patients finalement à gérer cette douleur-là avec de la médication. Si le sommeil est atteint, par exemple, affecté. Surtout pour favoriser un sommeil récupérateur, là, plus que pour lui permettre de faire toute sa route, son activité, sa course. Là. Ben, c'est ça, exactement. Fait que là, c'est important d'expliquer aux patients parce que là, ça, c'est quelque chose avec quoi on est obligé de dealer. Là. Des fois, les gens vont utiliser des béquilles, mais dans le fond, vont utiliser des béquilles pour maintenir la même charge sur leur sur les tissus finalement, tu sais, fait que je prends des anti-inflammatoires pour continuer à courir, je mets du chaud, du froid, de la glace, des pads chauds, de la crème analgésique pour continuer à courir. Donc c'est ça là, c'est que là moi ça m'arrive de demander à mes patients des fois, ben t'es payé quel prix là pour continuer à te maganer comme ça. Fait que, tu sais, écoute, évidemment, on n'est pas dans la peau des gens, puis parfois, ça nous arrive d'être obligé de ramasser les gens de petite cuillère un petit peu quand on leur explique ça, parce que les gens vont se stimuler puis se motiver dans leur vie de tous les jours avec ce genre d'objectifs-là. Donc, faut être prêt à ça là, quand on force les gens à ralentir un petit peu pour leur propre bien. Quand je dis force, on leur donne toujours le choix, là. Les gens décident pour eux-mêmes, tu sais, mais... Ben, c'est nos meilleures recommandations. Là. Après ça, qu'ils les suivent ou pas, on va être là pour les accompagner de toute façon. Mais, toujours, oui, parce que c'est pas toujours la première fois qu'on dit quelque chose que les gens vont le suivre. Non. Moi, quand on me dit quelque chose la première fois, c'est rare que je change la première fois. Donc, je pense que ça prend 7 fois. Puis il faut voir le point positif 3 fois plus de bénéfices. Oui, le changement, on dit que le changement, ça doit être le changement doit être perçu 3 fois mieux là, pour donc évidemment quand la personne est en aigu, plus il y a de chances qu'on voit le changement comme étant positif. Et ça l'avons fait dire 7 fois. Oui, exactement, ça allait te dire. Je pense que cette fois ça vient. Ouais, je pense que cette fois ça vient du tabagisme, tu sais combien de fois les gens essaient d'arrêter avant de réussir là, je pense que la moyenne c'est 7 fois. Là, c'est ça de ma mémoire, là, ça a peut-être changé récemment. On a plein d'outils maintenant pour arrêter de fumer. Donc, les gens sont peut-être plus efficaces dans leurs tentatives, mais dans tous les cas, on parle pas de tabagisme avec la course, mais il y a des gens qui deviennent dépendants à leur activité physique. Donc, c'est quand même, bon, on pourrait dire probablement mieux que devenir dépendant à la cigarette, mais ça peut avoir des effets adverses, comme par exemple quelqu'un qui abuse ou qui va trop rapidement. Et il faut prendre en considération, évidemment, l'impact que cette activité-là peut avoir sur la qualité de vie par la suite avec sa famille, avec ses amis, avec ses enfants, au travail, etc. Donc là, évidemment, on le sait en physio, on est dans cette situation-là où on doit discuter de ce genre d'impact-là dans la vie de tous les jours avec nos patients pour finalement les aider à retourner vers le chemin de la santé physique. Qu'est-ce que tu donnerais là, mettons, on a parlé de si on a quelqu'un qui est en aigu. Donc, l'objectif, c'est de venir faire du premier soin puis aider cette personne-là à réduire les symptômes. Qu'est-ce que toi, par exemple, si on a quelqu'un, là, soit que c'est cette même Ghislaine, puis on est moins, ça va mieux, on est peut-être capable de recommencer la course un petit peu qu'on avait arrêté parce que le feu était pris. Qu'est-ce que tu pourrais donner au-delà de la course? Parce que la course, ça peut être un bon exercice. Là. Qu'est-ce que tu donnes comme exercice à Ghislaine en vertu des symptômes dont on a discuté depuis tantôt? Ben, c'est sûr que je lui redemanderais peut-être de me montrer qu'est-ce qui encore reproduit un petit peu les symptômes ou qui risque d'être problématique. Je décomposerais ce mouvement-là ou cette fonction-là qui est atteinte chez elle. Puis, je lui donnerais des petites répétitions de tout ça. Fait que là, ça pourrait ressembler à un slump. Ça pourrait ressembler à de la pointe de pied ou là ça dépendrait à ce serait rendu où là mais ben tu sais on peut aller très simplement à qu'est-ce qu'on a évalué dans notre évaluation puis après ça on peut le rendre plus pertinent aussi pour le sport de la personne puis moi souvent là ces deux options là je les donne à mon patient. Tu sais j'ai mon slump qui est positif. Fait que si mon slump est positif ma personne n'est pas trop irritable, ben, ça va devenir un exercice. Mais peut-être que, dans le fond, quand je fais de la course à pied, ben, si c'est ma jambe droite qui a des symptômes, quand je fais de la course à pied puis que j'amène ma jambe droite vers l'avant, je vais nécessairement dans une position de mise en tension supplémentaire un petit peu au niveau neural. Donc, c'est comme un peu un SLR que je suis en train de faire. Je suis pas assis, mais j'ai quand même une flexion de hanche avec ça. Donc, est-ce que je pourrais, dans le fond, donner un genre de SLR debout où je balance la jambe puis je vais dans juste un petit peu de mise en tension neurale pour... dans le fond, parce que là, il fut un temps où on disait qu'il fallait que ça bouge plus. La littérature n'est pas toujours claire là-dessus.
Une chose est certaine, c'est que quand on met une mise en tension dans nos tissus, puis nos nerfs inclus, ben on fait aussi une quantification de stress mécanique, puis on aide les structures, puis notre système à tolérer davantage cette mise en tension-là. Donc, en pratiquant une mise en tension, évidemment, quand notre base déborde pas, puis là, donner ces exercices-là quand la base déborde. Tu sais, des fois, en physio, on a tendance à vouloir absolument laisser partir les gens avec des exercices, mais Ghislaine, à 8 sur 10 constante de douleur, là, faire des exercices, ça va l'irriter davantage. Ça, on va lui faire mal. Puis elle sera pas contente des conseils qu'on lui a donnés. Donc, il faut vraiment bien comprendre là, que ça, c'est oui, par la suite. Exactement. C'est une réexposition on a un continuum là. Graduelle, puis d'où l'importance de décomposer le mouvement douloureux. Exactement. On avait peut-être des symptômes avec la flexion. Là, évidemment, il y a plusieurs théories par rapport à la flexion versus l'extension. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher de la centralisation des symptômes avec des extensions répétées? Peu importe la raison pourquoi est-ce que ça fonctionne, parfois ça fait du bien. Les gens ils peuvent avoir peut-être des fois un petit peu plus de symptômes en lombaire, mais on finit par, avec de l'extension, avoir moins de symptômes dans le membre inférieur. Est-ce que c'est juste parce que Ghislaine se lève? Moi, je donne souvent cet exercice-là aux heures parce que je veux, quand il y a un travail de bureau, les gens se lèvent debout plus souvent. Donc, est-ce que ça fait en sorte que Ghislaine se lève de son poste de travail plus souvent parce qu'elle fait mes 10 extensions lombaires? Donc, je demande aux gens de mettre ça dans leur calendrier, dans leur agenda, pour que ça sonne aux heures, juste tu te lèves. Pas la nuit, là, mais souvent dans la journée, il faut se lever debout. Donc là, est-ce que c'est simplement l'exercice est efficace parce qu'on sort de la flexion prolongée? Peut-être. Dans tous les cas, si ça nous donne des bons résultats comme exercice, avec des cas de lombocétalgie comme ça, ben on va l'utiliser. Ça ressemble pas vraiment à une activité que Ghislaine fait, mais ça l'empêche de continuer à remplir son base constamment. T'sais. Ben, si elle dit qu'elle a des douleurs au travail, au repos, puis qu'elle fait un travail de bureau assis, moi, je pense que ça pourrait être vraiment pertinent là, de programmer, même avec le patient, une petite alarme entre son matin, son dîner, puis sa fin de travail. Là. Moi, des fois, je le fais avec eux. Oui. Tu sais, on a vu ça beaucoup pendant la pandémie, là. Ça, croyez-le ou non, ça fait déjà 4 ans. Puis à ce temps-ci de l'année, moi, je commence à recevoir des stories, là, des rappels, des reminders. Des trucs. À ce temps-ci de l'année, là, il y a 4 ans, on recevait des jaquettes mauves. Parce que là, la CNESST, là, la santé publique nous avait dit qu'il fallait qu'on porte, dans le fond, un par-dessus, un vêtement différent pour chaque patient. Puis là, il y a personne qui était game chez nous de changer de t-shirt entre chaque patient. Fait qu'on avait acheté des jaquettes. Oui. Ah oui. Okay. Fait que on a utilisé juste pendant 2 semaines finalement, là, une 60aine de jaquettes. Alors j'ai des stories. Et dans la pandémie, on avait des gens qui étaient assis 16 heures, 18 heures par jour. Je vais en profiter pour travailler plus. Ben oui, tant mieux, c'est une bonne chose. Puis peut-être que les bureaux assis debout sont devenus encore plus populaires suite à ça, parce que là, on voyait plein de gens blessés. Donc honnêtement, moi en 2024, je pense plus que ça fait du sens de travailler assis toute la journée avec ce qu'on sait en termes d'impact en lien avec la sédentarité surtout, mais avec le fait qu'on sait qu'on met notre dos dans une position continue toute la journée, puis que le soir, on va pas nécessairement aller faire toujours des activités physiques. Donc là, moi je me rappelle d'une patiente pendant la pandémie, elle me disait, François, elle avait mal au cou, là, c'était pas le dos, mais quand même, tu sais, je me lève le matin, je m'assois pour déjeuner, je travaille à la maison, tu sais, après ça, je m'en vais m'asseoir à mon bureau. Je fais ma journée de 8 heures de travail. Après ça, je m'assois pour souper. Après ça, je m'assois, j'écoute Netflix. Il n'y a rien à faire, tu sais. Après ça, je vais me coucher. Fait qu'elle dit, je suis assise 16 heures par jour, puis coucher 8 heures par jour, tu sais, ben, je fais peu que ça participe. Et là, quand on parlait de base tout à l'heure, Magel, tu sais, le base va peut-être se rapetisser, là, en termes de qualité de vie, tu sais, les choses de base pour avoir une bonne santé physique, là, sortir dehors, marcher, voir du soleil, voir des gens. Ça a été une période qui n'était pas évidente, mais dans tous les cas, en 2024, si vous travaillez, si les patients travaillent, ça coûte plus cher là, maintenant, c'est pas tellement dispendieux là, versus l'impact que ça peut avoir au niveau physique. Un bureau assis debout et même avec un petit tapis roulant en dessous. Donc, tu n'es pas obligé de travailler en marchant toute la journée, mais tu peux faire un 10 minutes plusieurs fois dans la journée. Tu peux faire 1 heure d'un coup, tu peux faire 2 demi-heures. Tu peux t'asseoir parce que assis, on le sait, là, c'est pas moins bon qu'être debout, c'est être assis pendant 10 heures qui est pas bon. Même si tu as la chaise la plus ergonomique et que quelqu'un est venu mesurer tes avant-bras, tes cuisses, puis le support lombaire, d'avoir la position parfaite, mais prolongée dans le temps statique, ça amène quand même des effets néfastes. On dit la meilleure posture, c'est la prochaine. Alors ça, des conseils ergonomiques là, pour des gens qui travaillent assis toute la journée, c'est vraiment important. Slump ou SLR,
comme exercice. On peut progresser ça avec un retour à la course progressif. La clinique du coureur a un programme fractionné de retour à la course que j'utilise fréquemment avec les gens pour autant la course à pied que pour même des gens qui n'étaient pas des coureurs, mais remettre une mise en charge sur le membre inférieur. Là, on peut aller plus loin, on peut faire du renforcement, on peut donner des exercices de force. On a donné des exercices pour essayer de centraliser les symptômes lombaires. Une chose qui est super importante, quand on a utilisé l'extension pour soulager, ben la personne, une fois qu'elle a perdu des capacités en flexion, puis là, ça, c'est des fois, c'est difficile d'aider les gens à retourner à 100% dans un contexte où quand ils vont bien, des fois, ils dischargent ces gens-là à ce point-là. Donc là, mais c'est important de leur expliquer parce que si les gens récidivent, ils l'auront su, on leur a dit. Faut réhabiliter la flexion. Ouais. Donc, si la personne s'est blessée en flexion lombaire, ben, il faut retourner, être capable de faire de la flexion avec moins de risques. Donc, il faut retourner faire de la flexion répétitive avec des charges pour redonner la possibilité à cette personne-là de retourner dans ces positions-là en toute sécurité. Donc, on le sait, la flexion n'est pas dangereuse. Donc, il faut la réhabiliter comme n'importe quelle articulation qui peut être blessée là, dans le passé. Qui n'a pas été pratiquée pendant un certain nombre de temps. Exactement, oui, parce qu'on s'est protégé. Il y a des gens qui, pendant 10 ans, s'ils essaient de pas se pencher, mais là, ils ramassent un stylo par terre puis ils se font mal au dos parce que, évidemment, le corps a perdu ces capacités-là, de l'endurance. Puis ben, tu sais, quand tu as 10 ans de plus, ben, t'es dans une autre décennie. Tu as plus de chances de te blesser quand ça fait longtemps, tu sais. Fait que la plus grande différence, on le sait, là, c'est pas nécessairement c'est les comorbidités, mais 10 ans de plus. Donc, quelqu'un qui a 40 ans a plus de chances que ça fasse 10 ans qu'il n'a pas fait quelque chose que quelqu'un qui a 28 ans, là, comme Ghislaine, par exemple, tu sais. Parce que, au minimum, au cégep, on faisait encore de l'éducation physique. On a, puis peut-être que je ferais, là, on peut en parler brièvement, mais peut-être que j'évaluerais son patron de course à pied pour essayer de trouver des stratégies pour venir réduire la charge dans sa course. Donc, on sait attaque-talon versus attaque mi-pied. Donc, la façon dont, puis là, est-ce que c'est vraiment la vitesse d'accélération au sol, etc., qui peuvent donner des symptômes. On le sait, le tibia, genou, hanche lombaire, là, au niveau osseux et articulaire, plus de chance, ou c'est juste on change vers des structures musculaires, là, en changeant la technique, si pertinent, faire attention de ne pas changer la technique à des moments exigeants ou difficiles là, dans un volume élevé de course. Mais quelqu'un qui a été blessé, par exemple, puis qu'on repart progressivement, c'est peut-être un bon moment là, quand la personne n'est plus en aigu, d'aller évaluer sa technique de course pour donner des petits conseils simples. Donc, on peut pas travailler tout ça, c'est dur, changer des techniques, mais des petits conseils simples pour faire en sorte que cette personne-là puisse retourner à la course progressivement. On souhaite bonne chance à Ghislaine. Prompt rétablissement. On en voit plein des patients avec des troubles comme ça. Faut être patient. Faut leur dire d'être patient parce qu'on règle pas tout ça. Surtout si Ghislaine avait mal au dos depuis 3, 4, 5 ans, là, parce qu'elle est dans une position assise avec son travail, puis que finalement, c'était ça la source du problème. On va peut-être pas régler tout ça. On va certainement pas régler tout ça en l'intérieur de 3, 4 semaines. Mais on est là pour aider les gens. On peut faire des suivis plus distants, on leur donne des objectifs, on est disponible aux besoins, puis on les revoit, puis on les aide à retourner à leurs activités significatives. Quelque chose à ajouter, Majel? Ça fait le tour pas mal. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On a parlé d'un cas de long en large. À partir du moment où les gens ont le goût de participer, ben là, on va peut-être avoir une discussion qui va être plus bilatérale avec vous autres. Donc, c'est facile de parler d'un cas pendant 45 minutes parce qu'on parle de la partie la plus aiguë. Hein, on fait, c'est quoi le cas? C'est quoi les pathologies potentielles? Qu'est-ce qu'on voit le plus souvent? Donc, c'est quoi ça finit? Apparaître quoi mon diagnostic en physio? Après ça, dans mon évaluation, comment est-ce que je viens confirmer ou infirmer ça? Là, par la suite, qu'est-ce que je trouve au niveau objectif? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on leur dit? Puis qu'est-ce qu'on peut leur donner comme exercice? Puis de quelle façon est-ce qu'on peut progresser ça par la suite? Alors, en cette belle journée de mai, merci d'avoir été avec moi, Majel. Ça fait plaisir. À la prochaine, tout le monde. Merci, François. Merci.